Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. Je suis David Fossé, en ce mois d'octobre 2024, en compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Voici les objets célestes que je vous conseille d'observer. La Lune, dont il faut rechercher le très fin croissant à l'aube le 1er octobre. Titan, à son élongation maximale à l'ouest de Saturne le 7. La comète Tsushinsan Atlas, visible en tout début de mois et qui atteint son éclat maximum entre le 10 et le 14. Saturne et la Lune, proches de moins de 1 degré le 14 aussi, puis la Lune et Mars qui se lèvent ensemble le 23. Mais pour commencer, j'accueille donc mes acolytes Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine, experts de l'astronomie et de l'observation, bien sûr, pour qui le ciel nocturne n'a pas de secret. Bonjour messieurs, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Bonjour, ça va très bien également. Ça va. On sort d'une petite... une petite toux. Une petite toux, donc ça risque de tousser un peu, on prévient nos auditeurs. Exactement. Mais non, mais je pense que Nicolas, à la technique, fera des miracles et on n'entendra rien. Voilà. Vous êtes prêts pour la comète ? Oui, bien sûr. La semaine prochaine. On est dans les starting blocks. Eh bien écoutez, avant de parler des phénomènes du mois et donc de cette comète Tsushinsan Atlas qui est très attendue, je vous donne la parole Sébastien, le temps de votre chronique. Chaque mois, c'est vous qui débutez cette émission en nous racontant un événement ou un personnage lié à l'histoire de l'astronomie ou de l'espace. Et ce mois-ci, vous allez nous parler, je crois, d'une photo historique, c'est ça ? Oui, la première image prise depuis le sol de Vénus, c'était le 22 octobre 1975. Donc il y a presque 50 ans déjà. Et donc c'est intéressant de reparler un petit peu de Vénus et de son exploration spatiale, puisque cette planète, on en parle régulièrement au micro de ces podcasts. C'est une planète qu'on voit régulièrement dans le ciel, on le répète souvent, tantôt le soir, tantôt le matin, dans les lueurs du crépuscule. Et c'est vrai que c'est une planète qui, pour l'observateur amateur que nous sommes, et que vous êtes aussi, vous, chers auditeurs, eh bien c'est pas quelque chose de très spectaculaire à observer, hormis le fait de suivre ses phases. Là, c'est quand même déjà assez intéressant, mais la couverture nuageuse de Vénus nous empêche quand même de bien voir quelques détails qui pourraient exister à sa surface. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très tôt dans l'histoire de l'exploration spatiale, eh bien, les agences ont eu l'idée d'envoyer des sondes en direction de cette fausse sœur jumelle de la Terre, puisque pendant trop souvent et trop longtemps, on l'a appelée ainsi, sans doute parce que sa proximité relative au Soleil rappelait celle de notre propre planète, et puis sa taille surtout est assez proche de celle de notre bonne planète Terre. Donc c'est une planète dont les observations au télescope depuis la Terre ont permis durant les années 50 quand même d'analyser un petit peu les hautes couches de son atmosphère, d'estimer sa température superficielle à au moins 350 degrés, ce qui était une surprise dans les années 50 quand on a eu ces informations, puisque jusque dans les années 40, eh bien, on considérait sérieusement que sur Vénus, la probabilité que la vie existe était assez forte, un peu comme sur Mars d'ailleurs à cette époque, ça avait le vent en poupe, ce genre de théorie. Et donc très vite, dès 62, la première sonde spatiale part en direction de Vénus, c'est Mariner 2, donc envoyée par les Américains. Donc là, on se rend compte que Vénus est un monde réellement hostile, avec des vents extrêmement violents, une atmosphère acide, donc des températures et des pressions extrêmement élevées. Je vous rappelle que la pression atmosphérique sur Vénus vous empêcherait certainement de vous tenir debout. C'est un peu ce qui se passe au fond des abysses océaniques. Et puis les Soviétiques, bien sûr, rapidement, vont également envoyer leur sonde en direction de Vénus. L'important programme Venera, qui comporte une trentaine de missions, eh bien, va vraiment donner beaucoup d'informations concernant cette planète. Donc Venera, il y a toute une série d'engins qui vont partir. Alors, je vais juste en citer deux. Venera 7 en 1970, puisque c'est le premier engin à se poser sur une planète, finalement. Donc, on avait atteint la Lune, certes, mais la Lune n'est qu'un satellite, on pourrait dire. Et donc là, c'est quand même une sacrée prouesse, après 500 jours de voyage, qu'une sonde terrienne, finalement, se pose sur Vénus. Cette sonde ne va pas résister très longtemps aux conditions climatiques vénusiennes, puisqu'elle ne marchera qu'environ 23 minutes. On l'a dit, les pressions atmosphériques, les températures qui frôlent
qui frôle les 500 degrés de jour comme de nuit, été comme hiver, et surtout la couverture nuageuse à traverser par la sonde est gorgée de gouttelettes d'acide sulfurique en suspension, et ça évidemment ça peut quand même endommager pas mal les engins qu'on envoie depuis la Terre. Venera 9, on en parlait en préambule, c'est la sonde qui nous permet d'avoir la première image prise à la surface de Vénus, une sonde qui, elle, va fonctionner 53 minutes. C'est quasiment le maximum de longévité d'une des sondes Venera. Et puis plus tard, voilà, d'autres programmes, Vega en 85, toujours pour les soviétiques. La NASA va surtout développer une belle mission Magellan en 1989. Le but de cette mission, c'est de cartographier vraiment la surface de Vénus, puisque les sondes Venera n'ont pas permis d'avoir beaucoup d'informations sur la géologie vénusienne. On va découvrir des volcans. L'ESA, bien sûr, n'en reste pas là, puisqu'en 2006, Venus Express fait route en direction de la planète. Et puis les Japonais également, avec la JEXA, enverront 2 sondes. Une seule en 2015 atteindra vraiment Vénus. Mais ça nous montre que cette planète, contrairement à Mars par exemple, a été un petit peu boudée par les agences spatiales. Alors, c'est pas aussi pire, si j'ose dire, que Mercure, mais c'est vrai que Vénus n'a pas, voilà, il n'y a pas eu un enthousiasme dément pour son exploration spatiale, mais dans l'avenir, en 2029, eh bien, une sonde devrait partir, une sonde de la NASA, la sonde Veritas, qui également aura pour objectif de cartographier cette belle planète. Donc rappelez-vous de ça, Vénus, on la voit souvent dans le ciel, un astre extrêmement lumineux, c'est le 3e corps céleste le plus brillant du ciel, et pourtant, on le connaît assez peu, cet astre. Et j'ajouterais que ces photos, ces rares photos du sol de Vénus qu'on possède, moi, elles me fascinent vraiment complètement, parce qu'on a vraiment envie d'en savoir plus. Ça garde encore ce parfum de mystère que Mars est un petit peu en train de perdre. Sur Mars, on a des photos très spectaculaires, mais sur Vénus, on a un goût de mystère un peu comme sur Titan. Oui, complètement. Et c'est assez enthousiasmant, et donc j'espère qu'on verra un futur atterrisseur. Et puis ceux qui n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble Venera 9, faites un tour sur le web pour taper Venera 9, vous allez voir, c'est une sonde qui a quand même une tête un peu particulière. Ouais. Alors, on passe maintenant aux observations du mois. La première observation conseillée ce mois-ci, c'est le 1er octobre, et c'est tôt le matin. La Lune présente un très fin croissant. Cyril, dans quelle direction faut-il chercher et à quelle heure? Plein Est, là, on regardera plein Est. La Lune, elle va se lever vers 5h20. Le soleil, lui, se lèvera un peu plus d'une heure et demie après, donc plutôt vers 6h50, voilà, c'est ça. Donc on a un très très fin croissant de lune là, c'est chaud quand même. Comment on fait alors pour voir? C'est chaud quand même. Il est à 2%, donc 2% c'est petit, hein. C'est vraiment rikiki, c'est très spectaculaire. Non, au contraire. Au contraire, on peut essayer, mais ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Déjà, forcément, il est très très bas sur l'horizon, puisque vers 6 heures, il sera à 5 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est quand même très bas. Donc c'est votre point tendu à bout de bras là, en fait, l'angle entre le petit doigt et le majeur. Et puis donc vous avez quelque chose de très bas, vous avez un fin croissant. Pas beaucoup de lumière, non? Pas beaucoup de lumière, mais il y a la lumière du jour qui arrive. Donc c'est clair que faut quand même tenter le plus près possible du lever, parce qu'il fait encore bien nuit, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore les lumières du jour qui apparaissent, mais c'est très très bas. Donc horizon bien dégagé, horizon est bien dégagé, et puis là c'est coup de chance, parce que s'il y a un peu une brume, c'est mort. Enfin c'est mort en tout cas à l'œil nu, ça peut passer aux jumelles. Voilà, donc faut essayer, c'est quand même rigolo à faire. Moi je tenterais plutôt vers aux alentours de 6 heures du matin, quoi. Donc ça sera ça aura un petit peu montré, ça sera à quelques degrés au-dessus de l'horizon. Il fera encore un petit peu nuit, mais en photo, si vous prenez une photo, vous aurez le début des lueurs en fait, c'est-à-dire que on aura passé le crépuscule astronomique là, donc vous aurez quand même des petites couleurs dans le ciel sur la photo, et c'est toujours joli, et c'est une grosse satisfaction en fait quand on arrive à avoir une lune à 1 ou 2%. C'est toujours super agréable. Ouais. Et en photo, alors par contre ce qui se passe, c'est que souvent on n'a pas forcément le
le contour de la lumière cendrée, parce qu'il y a quand même la lueur du jour qui est de même luminosité que cette lumière cendrée, hein, le contour pas éclairé directement par le soleil, mais plutôt par un rebond par la Terre. Mais en photo, ça vous allez la voir. C'est ça ce qui est rigolo. Donc ça vaut le coup de prendre une photo. Donc si vous avez au minimum 200 mm de focale, en posant peut-être une seconde, enfin il faut poser le plus court possible et monter en sensibilité, et il y a une petite chance de l'avoir. Voilà. Très bien, donc une observation à tenter le 1er octobre. Le 7, Titan est à son élongation ouest maximum. Sébastien, pour nos auditeurs débutants qui ne le savent peut-être pas, c'est assez facile de repérer le gros satellite de Saturne. Ah oui, c'est avec une paire de jumelles, on y arrive, surtout en période d'élongation, puisque c'est le moment où le satellite est le plus éloigné de Saturne. Et la petite astuce, c'est qu'on se rappelle que les satellites tournent autour de Saturne un peu dans son plan équatorial. Et donc, si vous avez les anneaux, bien, vous observez dans le prolongement des anneaux et vous tombez sur des points assez brillants qui ne sont pas des étoiles, mais des satellites, puisqu'on pourrait confondre malgré tout Titan ou d'autres satellites avec des étoiles. Autre astuce pour être certain de voir Titan ou un satellite, eh bien, c'est de réitérer l'observation sur 2 ou 3 soirées d'observation et voir le mouvement, ou même en quelle heure d'observation, puisque Titan a un mouvement très rapide, hein, il fait le tour de Saturne en une quinzaine de jours. Et donc, c'est un mouvement qui est très facile à mettre en évidence. Vous parliez d'observateurs peut-être débutants. On se rappelle que Titan, donc, c'est la plus grosse lune de Saturne, donc satellite rocheux. Hein. Les satellites, même si les planètes sont gazeuses, en tout cas pour Saturne ou Jupiter, les satellites, eux, sont rocheux. Et c'est le deuxième plus gros satellite connu dans le système solaire, puisque le principal tourne autour de Jupiter, et c'est Ganymède. Oui, Titan qui fait partie de ces rares corps célestes sur lesquels on s'est posé, dont on a une image d'ailleurs assez énigmatique, une image unique. Et vous parliez d'un corps rocheux, mais il est aussi entouré d'un océan qui est superposé à une couche de glace, et il y a un cycle d'hydrocarbures au-dessus de tout ça. Donc c'est un corps assez complexe. Ah oui, et vraiment fascinant. Et donc on se rappelle de la sonde Cassini-Huygens qui nous a donné ces images fabuleuses de l'atmosphère et du sol de Titan. Voilà, donc si vous observez Titan aux jumelles, pensez aussi à Cassini-Huygens qui s'est beaucoup rapproché de ce ce gros satellite de Saturne. On passe à l'événement du mois, de la rentrée, peut-être de l'année, on verra. Mais en tout cas, à partir du 10 octobre, on vous conseille de vous concentrer sur la comète Tsuchisan Atlas. J'ai réussi à le dire 2 fois sans erreur. Et rapidement. Et rapidement en plus. Comment vous dites? Tsuchisan Atlas. Non, je peux le refaire 5 fois s'il faut. C'est 2023. Voilà. En tout cas, c'est une comète qui a été repérée il y a un peu plus d'1 an, qui doit passer au plus près du Soleil le 27 septembre et qui doit atteindre son maximum d'éclat entre le 10 et le 14 octobre. Alors Sébastien, Cyril, on va être transparent. On enregistre cette émission le 20 septembre au matin. Alors on ne sait pas l'heure où on se parle si elle a survécu à son passage au plus près du Soleil, puisque ce sera le 27 septembre, donc dans 7 jours. Mais on va faire le pari qu'elle a survécu. Sébastien, racontez-nous un peu l'histoire de cette comète et expliquez-nous pourquoi elle est si attendue. Elle est attendue parce que, en fait, d'après les éléments de son orbite, elle aurait quitté le nuage de Oort, donc il n'y a pas si longtemps finalement, et ce serait son premier passage du côté du Soleil, et c'est ça qui la rend si intéressante à suivre, puisque je vous rappelle que les comètes sont avant tout d'énormes blocs de glace, de neige sale, qui renferment poussière, gaz, et quand ces blocs s'approchent du Soleil, ils fondent partiellement, se forment justement la coma et les queues de la comète. Et donc là, l'idée, c'est que quand la comète va s'approcher du Soleil, eh bien, elle va dégazer, bien sûr, donc va apparaître les différentes queues, mais on n'est pas à l'abri d'explosions littéralement à la surface de la comète, et ce qui permettrait de la rendre extrêmement lumineuse. Donc c'est très difficile à prévoir, mais on peut s'attendre à ce genre de phénomène, puisque, je le disais, c'est son premier passage du côté du Soleil. Alors Cyril, on va faire comme si elle avait survécu. Donc je l'ai dit, le 20 septembre, donc là on est en train de la revoir apparaître dans le ciel, mais elle va bientôt de nouveau disparaître, enfin derrière le Soleil. Donc il va falloir attendre qu'elle revienne de l'autre côté du Soleil à partir du 10 pour pouvoir l'observer dans sa pleine beauté, j'ai envie de dire. Donc on va faire comme si elle avait survécu à son passage, on croise les doigts, a priori pourquoi il y aurait un problème, mais en tout cas il y a 2 hypothèses. Soit sa courbe de lumière, Cyril, suit sagement les prévisions en fonction de sa distance au Soleil et à la Terre, et là nous avons la chance de la voir briller intensément. Elle pourrait même connaître un sursaut d'éclat, comme l'a dit, oui, c'est ça, comme l'a dit Sébastien, on croise les doigts. Là, il y a plus de limite en termes de magnitude si elle se brise. Non, il y a plus forcément de limite, parce qu'en plus il va y avoir la réflexion du Soleil sur la queue. C'est-à-dire que le noyau, on le verra peut-être moins parce qu'il sera fragmenté, mais au final il y aura des
d'une traînée qui peut être ultra brillante, comme certaines comètes qui ont montré des traînées qui sont restées très longtemps et qui faisaient presque la moitié du ciel même. Hein. Donc au minimum pour cette raison, il faut la suivre. Alors imaginons qu'elle n'explose pas quand même sous nos yeux, donc elle passe tranquillement. Alors déjà il y a une déception. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un an, on s'attendait à un truc monstrueux. C'est-à-dire qu'il y avait des prévisions qui annonçaient des magnitudes négatives assez balèzes en fait quand même, c'est-à-dire quasiment du -5, du -4. Là depuis hier, depuis hier 19 septembre donc la veille de l'enregistrement de l'émission, on a revu un petit peu à la baisse parce que le maximum là on serait plutôt en magnitude positive à 2,4. Donc déjà ça va être bien moins lumineux. Mais alors pas d'inquiétude, c'est-à-dire que là on parle du noyau, hein, on parle visible pas. À l'œil nu, déjà c'est visible à l'œil nu, ouais, c'est vrai. Mais c'est surtout que c'est-à-dire que c'est pas l'éclat forcément de la queue et de ce qui va se passer sur la queue qui va réfléchir directement à la lumière du soleil. Donc il y a toutes les chances et en plus ça peut être beaucoup plus lumineux. Oui c'est ça. Donc ça vaut quand même le coup d'observer, c'est-à-dire que pour l'instant rien ne dit elle va péter, on verra plus rien, ce qui pourrait être le cas aussi, hein, ce qui est la pire des choses qui arrive aussi, c'est-à-dire que quand elle va passer au Pirelli, elle se fragmente complètement et elle finit peut-être dans le soleil, enfin on voit plus rien après, ça peut arriver. Bon, pour l'instant, ça a pas été une grosse éventualité parce qu'elle a une taille assez raisonnable et elle a une telle distance que normalement elle doit passer quoi. Donc si tout se passe bien, ce qui devrait être le cas, on va la voir ressortir à partir du 10 comme vous le disiez, du 10 octobre. Alors elle sera encore assez basse. Alors faut faire attention, il y a pas mal de schémas qui traînent où le schéma est pas forcément bon, c'est-à-dire qu'on vous annonce que c'est sur l'horizon est, en réalisant c'est le soir, c'est sur l'horizon ouest. Donc faites attention sur certains schémas. Donc il y a bien écrit que c'est l'horizon ouest le soir. Donc dans les papiers, dans les articles, il y a bien écrit que c'est l'ouest le soir, mais sur les schémas, il peut y avoir écrit est. Donc en fait, elle va être assez facile à observer puisque vous allez avoir trois phares dans le ciel à ce moment-là. C'est-à-dire que donc sur cet horizon ouest, vous allez avoir complètement à gauche Vénus. Donc Vénus magnitude négative à Donf là qui doit être à -3 quelque chose. Donc la planète du soir en ce moment. Juste à côté, vous allez avoir un peu plus sur la droite une étoile bien rouge qui est Antares. Donc tout ça aura de l'horizon, hein, tout à peu près à la même hauteur. Et puis encore un petit peu plus à droite, donc plus vers le nord, vous allez avoir un peu plus en hauteur une étoile bien brillante qui est Arcturus, donc dans le Bouvier, là, derrière la queue de la casserole. Et juste en dessous, vous aurez la comète qui va arriver. Alors ce qui va être amusant, c'est que vous savez, la queue de la comète, elle est dirigée à l'opposé du Soleil, hein, enfin des vents solaires. Là. Ce qui va se passer, c'est que comme le Soleil est pas encore complètement levé, en fait, vous risquez de ne pas voir le noyau, mais de voir la queue qui déborde du ciel comme une sorte de lumière zodiacale, quoi, en quelque sorte. Donc un trait quasi à l'horizontale. Donc ça va valoir le coup de le regarder le 10. Et idéalement, ce qui peut être pas mal de faire, c'est de faire la même photo tous les soirs au final. Parce qu'en fait, comme elle va quand même très très vite, tous les soirs, elle va monter dans le ciel. C'est-à-dire que si vous refaites la photo quasi à la même heure, tous les soirs, vous allez la voir se déplacer sur le fond du ciel et vous allez, alors pas faire un stop motion, mais pouvoir montrer le déplacement rapide de cette comète. Et justement, pour réussir cette photo, comment il faut s'y prendre ? Alors il y a plusieurs. Alors j'avoue, en fait, la dernière fois que j'ai fait vraiment des photos à fond, quoi. Alors il y avait NeoWise il y a quelques années là, mais je me suis pas embêté, j'ai juste fait clic-clac. Mais la dernière fois que j'ai vraiment fait des photos, ça devait être avant les années 2000 en argentique. Donc là, je suis pas forcément au point là. Hein, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, j'ai la théorie. D'accord. Donc en gros, depuis Elbob, t'as pas photographié. Ouais, je me suis pas embêté. Je veux dire, c'est des petits trucs, fait chier. Donc voilà. Donc je me suis vraiment pas embêté. Mais NeoWise quand même, c'était. Ouais, NeoWise, non, NeoWise, j'y suis allé à fond. Ouais, c'est à fond. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis pas amusé à additionner des images en fait. J'ai juste fait des simples photos, clic-clac, une photo et puis enfin des panoramas, plein de choses, mais donc des mises en situation sur des fonds parce c'était la même situation, elle était quasi plein nord, on l'a vu d'abord le matin, après le soir, donc c'était pareil rigolo. Alors elle était plus haute quand même le matin quand on l'a vu le matin.
parce que là, en réalité, c'est les gens de l'hémisphère sud qui l'ont vu correctement le matin, et nous, on n'est pas dans les bonnes latitudes, donc au mois de septembre. Mais donc, il y a eu des photos, mais j'ai pas fait complètement ce que j'ai envie de faire ce coup-ci. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Donc, alors, solution 1. Vous avez un appareil photo, donc numérique a priori, pied photo, appareil photo, et vous dirigez l'appareil vers la comète et vous faites différents temps de pause pour avoir en gros cette traînée lumineuse qui apparaît. On fait la mise au point sur les étoiles. Vous faites la mise au point sur l'infini, sur les étoiles, ou carrément, comme il fera un petit peu jour, sur le clocher très loin ou les arbres très loin, enfin sur l'horizon, il n'y a pas de problème. Vous débrayez effectivement la mise au point pour pas qu'il y ait un effet bzoup de l'autofocus. Vous mettez en manuel, vous mettez en RAW pour avoir le fichier brut pour pouvoir le travailler après sur les logiciels de traitement. Vous allez ouvrir quasi au maximum votre objectif, donc la plus petite valeur, donc peut-être 2.8, 3.5 ou 4.5. Et vous allez poser peut-être 2-3 secondes à, je sais pas, là, je peux pas savoir, mais à 1000 ISO par exemple, et ça doit passer ou à 800 ou à 1600 quoi. Voilà, logiquement ça va passer. Ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, la comète, je l'ai dit, va très très vite. Donc ce qui risque de se passer, c'est que vous allez avoir un déplacement de la comète, du noyau de la comète, sur le fond d'étoile. C'est-à-dire que vous pouvez arriver facilement à faire une photo en dessous du déplacement, enfin de la rotation de la Terre, pour pas qu'il y ait des petits traits dans le ciel et que les étoiles soient ponctuelles, mais vous risquez d'avoir des étoiles ponctuelles, mais un noyau qui s'est déplacé. Ah oui, le déplacement de la comète est quand même relativement rapide là. Donc il y a quand même un petit risque qu'il y ait un petit trait quoi. Donc c'est pour ça que il y a un dosage à trouver pour que le noyau reste ponctuel, qu'il y ait une traînée lumineuse. Et ce que vous pouvez faire une fois que vous avez trouvé la bonne exposition, c'est que vous faites plusieurs fois l'exposition et après vous allez additionner les images de telle sorte que vous arriviez à ressortir les filaments, en fait, c'est ça ce qui est joli, dans la queue de la comète. Donc ça c'est relativement simple, mais il y a aussi autre chose que vous pouvez faire, c'est dire que vous allez suivre le noyau de la comète. Donc là, vous pouvez utiliser soit un télescope pour grossir réellement et viser que le noyau, pour mettre éventuellement en évidence un noyau qui est en train de tourner, hein, c'est-à-dire des éjections qui sont issues du noyau de la comète. Donc là, il va falloir faire des temps de pause plus longs et il va falloir suivre sur la comète. Donc ça veut dire une monture équatoriale, ça veut dire une mise en station qui permet de suivre la rotation de compenser la rotation de la Terre, et ça veut dire un suivi. Alors le suivi, donc en général, maintenant beaucoup de personnes ont des petites caméras qui permettent de pointer, de suivre directement, et si on le fait à l'ancienne, c'est à l'œil en fait, c'est avec une sorte de lunette guide ou un télescope guide, soit au foyer du télescope, de la lunette ou sur un téléobjectif, et vous suivez. L'astuce étant, si vous suivez à l'œil, c'est-à-dire de profiter du noyau qui est diffus. C'est-à-dire comme il a un diamètre, vous suivez pas sur une étoile ponctuelle, vous suivez bien sur le noyau de la comète. Et sur les réticules, en fait, il y a plusieurs sortes de réticules. Alors, il y a les classiques qui sont juste des petites croix, là. Donc, si vous avez un tel oculaire réticulé pour faire ce suivi, vous centrez, en fait, le noyau. C'est-à-dire que vous divisez le noyau qui a un diamètre apparent en 4 morceaux et vous le mettez au centre du réticule, et avec la raquette vous rattrapez, soit ça monte, soit ça descend. Enfin, faut un peu aligner le réticule, mais ça se fait facilement. Et après, il y a des réticules qui sont plus sophistiqués où c'est des doubles croix. Donc à la limite, on le met carrément au centre du carré. C'est-à-dire qu'au centre d'une double croix, il y a un carré, où il y a maintenant des réticules avec des cercles, etc. Enfin, vous arrivez à trouver une solution pour très rapidement savoir si c'est en train de monter, descendre, pas à droite, et vous allez réussir à attraper. Et ça vous permet de poser plus longtemps et éventuellement de mettre des choses en évidence. Voilà. Très bien, donc ça c'est la version experte, oui. Oui, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la comète, donc le soleil il se couche vers 19h, et la comète, quand on est début octobre, va se coucher très très vite, donc il faudra l'atteindre très vite, elle sera quelques degrés au-dessus de l'horizon. Plus vous allez attendre, plus elle sera haute, et d'ailleurs elle va croiser des objets célestes, donc ça c'est assez rigolo à photographier. Enfin, c'est l'occasion de les photographier. Il y a 2 amas globulaires. Il y a M5 qui sera le 15 octobre. Il y a M12 le 21 octobre. Et puis il y a l'amas de la Ruche, là, vous savez, c'est M44 là, avec des étoiles un petit peu colorées. Ça sera au. Je l'ai pas écrit. Mais le 28. Le 28, merci. Ouais. Le 28 octobre. Oui.
Très bien, écoutez, donc j'espère que vous serez nombreux à être tentés de suivre, d'observer cette comète, Sébastien. On va l'observer cette comète. Ah oui, on va l'observer. Et puis le passage vers M5, par exemple, c'est rigolo parce que ça me fait penser au Furet des comètes. Messier, quand il établit son catalogue, c'était justement pour éviter de prendre ces objets diffus pour des comètes. Donc il y a une petite pensée à Messier quand vous regarderez M5 par exemple en traquant la comète. Très bien, une petite note d'histoire des sciences, merci. On revient à des phénomènes plus habituels. Le 14, Sébastien, Saturne est à moins d'1 degré de la Lune. C'est joli à l'œil nu, ça? Ah oui, c'est très beau, hein. Saturne va être très lumineuse. La Lune, même si elle est très brillante, elle ne nous empêchera pas de voir Saturne à l'œil nu. Alors bien sûr, si vous voulez voir les anneaux, faut utiliser un petit instrument d'observation, pas une paire de jumelles, mais une lunette, hein. Si vous grossissez une 50aine de fois, vous commencez à voir apparaître les anneaux qui sont déjà assez fins, mais qui s'observent quand même très très bien. Oui, d'ailleurs, ça reste une cible intéressante, Saturne, quand même, en ce moment. Oui, il faut bien de l'évoquer, puisqu'on était à l'opposition le 8 septembre, donc c'était la distance la plus courte qui nous séparait de cette belle aux anneaux. Donc c'est très favorable à observer, puisque d'une part, la distance est courte et elle brille toute la nuit. Très bien, donc observez ce phénomène le 14. Dernier phénomène du mois que nous vous proposons, c'est le 23, c'est Mars qui se lève avec la Lune. Cyril, à quelle heure cela se passe-t-il? Alors, en fait, il y a 2 soirs de suite, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le 23 et le 24. Et le 24, ça va être encore plus près même. Elles se lèvent vraiment complètement ensemble. Donc vous pouvez commencer à vous préparer le 23. Le 23, ça va se lever vers 22 heures. Là. Elles seront à 12 degrés l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on aura les deux astres presque l'un à côté de l'autre. Et le 23, ça sera 40 minutes plus tard, enfin plutôt 1h30 plus tard, là, vers 23h40. Et on aura 3 degrés entre les deux astres. Alors, par contre, faut pas s'attendre à voir Mars comme à l'opposition, c'est-à-dire, elle est quand même quasiment à une unité astronomique, donc c'est une distance Terre-Soleil. C'est-à-dire qu'elle a 8 secondes d'arc de diamètre, c'est vraiment rikiki. Hein. Au maximum, quand on l'a, elle doit être à peut-être 25 aux alentours, enfin 3 fois plus, un diamètre 3 fois plus important. Donc ça va être quand même joli, c'est-à-dire que vous avez Mars, petit point rouge là, et puis vous avez une phase à 50% au moment du 24 là. Très bien, Cyril, écoutez, vous gardez la parole puisque c'est le moment de votre chronique astrophoto. Vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une photo du ciel en partageant vos astuces, voire, je le dis souvent, en livrant vos secrets, c'est déjà arrivé. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? Eh ben c'est c'est-à-dire qu'il va falloir suivre quand même cette comète. Donc bon, j'imagine que même c'est sûr, hein, sur ciel espace, sur les news là, vous aurez forcément de l'actualité quasi journalière, j'imagine, avec des photos, avec des photos qui arriveront au fur et à mesure. Et mais c'est toujours aussi sympa d'essayer de comprendre un peu où elle est, comment ça bouge, etc. Donc il y a deux choses. Alors il y avait un truc que j'avais déjà raconté une fois. Il y a la comète pile il y a un an, je pense, la comète qu'on n'a pas vu il y a un an, voilà, c'est ça, qu'on a tous oublié, donc j'ai même oublié son nom, donc sur Ponce, Stellarium en fait. Ah oui, Ponce, voilà, c'est ça. Sur Stellarium, en fait, il y a un moyen de rajouter en fait toutes les comètes que vous voulez. Donc celle-ci, en fait, c'est donc 2023 à 3 là. Je vous laisse donner le nom. Je vous laisse donner le nom. Atlas. Sushisan voilà. Atlas. Sushisan Atlas, voilà. Donc sur Stellarium, en fait, vous avez une rubrique. Enfin, sur le côté à gauche là, il y a Paramètres. C'est un logiciel gratuit de carte du ciel. Stellarium, oui, voilà, Stellarium, qui est quasiment indispensable sur vos ordinateurs et qui se met sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs, qui est un logiciel libre, qui peut maintenant être sur les téléphones aussi assez facilement. Mais en tout cas sur l'ordinateur, en fait, il suffit d'aller sur Paramètres, d'aller dans Plugins, faire éditeur du système solaire, de jouer sur la configuration, et puis vous allez aller chercher la petite comète qui va bien et l'incorporer en fait dans l'Atlas. Donc, ce qui vous permettra exactement de savoir où elle est, de connaître sa magnitude, parce qu'en fait, c'est relié directement. Donc, ça a un plus. Donc, il y a à la fois ça, et puis il y a un autre truc qui est intéressant, c'est le site Skylab. Donc The Skylive, et là dedans vous avez la rubrique comète aussi, et il suffit d'aller chercher. Alors là, j'imagine que en octobre ça clignera carrément tout de suite sur la page clé. Donc vous allez sur objet comète, donc ça doit être alors c'est en anglais, donc ça va être comète pareil mais sans E, et sûrement lumineuse, bright ou un truc comme ça. Donc vous tapez
le nom de la comète. Et puis à ce moment-là, en fait, vous allez avoir plein d'informations. Il y a un truc qui est assez amusant, c'est que vous avez une carte en volume. C'est-à-dire que vous avez toutes les planètes du système solaire, le Soleil, vous pouvez zoomer, vous promener, et vous voyez la trajectoire de la comète. Donc ça vous permet aussi de comprendre pourquoi on la voyait en septembre, pourquoi cet été elle est plutôt visible depuis l'hémisphère sud, pourquoi on la reprend de le côté nord, à quel moment est le périhélie, donc le passage au plus près du Soleil, etc. Donc ça, c'est assez sympa de visualiser en volume ce qui se passe, d'où elle arrive, la distance d'où elle arrive, de ce nuage de Oort. Donc il y a ça. Et puis après, vous avez les magnitudes. Donc ça, les magnitudes des tableaux avec l'éclat en fait de cette comète prévue. Mais vous avez aussi l'éclat réel, c'est-à-dire ce qu'on voit réellement. Voilà. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir dedans, de compléter. Et puis, enfin, c'est un site en temps réel donc qui vous permet de faire pas mal de choses aussi. Très bien, merci beaucoup. Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas. Vous avez carte blanche comme tous les mois. Et Sébastien, c'est à vous de commencer. Alors moi, mon petit coup de cœur, c'est aussi un peu de promo. C'est les soirées des sidérales aux étincelles du Palais de la Découverte. Donc ça a lieu chaque trimestre. Et la prochaine édition, c'est le 10 octobre. Donc vous pouvez noter ça dans vos tablettes. C'est à partir de 18h30 donc aux étincelles du Palais de la Découverte, donc Paris 15e arrondissement. Et là, c'est Maya Lemaître, une jeune chercheuse, une astrochimiste, qui va nous parler du milieu interstellaire. Voilà, et tout en parlant aussi de son sujet d'étude. Et donc durant ces soirées, donc on rencontre un ou une jeune chercheur, et puis il y a une séance de planétarium dédiée à l'observation du ciel, et enfin une lecture du ciel dans le 15e arrondissement quand la météo le permet. Et donc c'est une soirée qui dure de 18h30 à 22h30. Est-ce que vous y serez à cette soirée? Alors bien sûr, j'y serai. Puisque c'est l'occasion de vous rencontrer. Ah oui, c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Bon, il y a d'autres occasions de se rencontrer, mais c'est vrai que j'y serai, comme à chaque édition d'ailleurs, pour vous parler souvent des étoiles sous la coupole du planétarium. Très bien, donc c'est le 10 octobre. Cyril, quel est votre coup de cœur? C'est pas loin d'être pareil en fait, à quelques jours près, c'est la fête de la science. Ah bah oui. Et donc fête de la science, c'est du 4 au 14 octobre, donc il y aura effectivement plein d'animations à aller voir au Palais de la Découverte éphémère, dans différents musées. Et c'est la 33e édition. Alors cette année, c'est plutôt sur la thématique de l'océan. Mais en fait, c'est l'occasion aussi d'aller visiter des monuments historiques. Et l'observatoire de Meudon sera ouvert pour l'occasion. Donc avec des séances d'1h30 de visite. Donc il y a un site, il faut s'inscrire à l'avance. Donc j'espère que quand la rubrique passera, il y aura encore quelques places, mais il y aura forcément, il y a pas mal d'observatoires un peu partout en France qui sont ouverts pour l'occasion. Il y a des clubs d'astronomie qui font des choses, il y a des planétariums qui proposent des activités. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller discuter astronomie, d'aller visiter des choses. Et c'est vrai que l'observatoire de Meudon, c'est assez passionnant, hein. Il y a la visite de la lunette de 1 mètre. Enfin, il y a des trucs historiques qui sont rigolos. Oui, c'est un site absolument magnifique. Donc, avec une vue sur Paris en plus, donc c'est très joli. C'est très très beau si vous avez l'occasion. Allez à l'observatoire de Meudon et sinon, profitez de tous les événements prévus pour cette fête de la science. Effectivement, c'est en octobre. Bien écoutez, messieurs, les éphémérides radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Vous trouverez d'autres conseils d'observation dans le magazine disponible en kiosque ou sur notre site web cielespace.fr. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine pour leur participation à cette émission. Merci à Nicolas Franco qui la réalise. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à toutes et à tous et rendez-vous le mois prochain.